Bonjour. Bonjour, merci Guillaume Desnaux d'être des nôtres cet après-midi. On va aller clairement dans le sujet. Déjà, pour commencer, c'est quoi une entreprise à mission? Alors, je précise juste que je suis également cofondateur d'une entreprise qui fait de l'aide à domicile et de la formation de professionnels du prendre soin et du soin. Eh bien, la société à mission, en fait, les attentes ont été bien expliquées dans l'étude sur la santé. On aurait aussi pu parler des attentes de la population sur le changement climatique, sur la réduction des inégalités sociales. En fait, l'entreprise privée aujourd'hui est vraiment à la croisée de beaucoup d'attentes et elle se doit d'y répondre. Et c'est exactement la question que se sont posées le gouvernement et les députés quand ils ont fait la loi Pacte. Ils se sont dit, ce cadre juridique de l'entreprise qui est là depuis le 19e siècle, est-ce qu'on ne peut pas l'ajuster un peu pour peut-être aider encore mieux les entrepreneurs, les dirigeants, à répondre aux attentes de leurs parties prenantes, donc leurs salariés, leurs patients ou bénéficiaires, également la planète. Et donc, il y a deux idées qui ont émergé, qui ont été aussi le fruit d'un travail avec des entrepreneurs et des chercheurs. C'est la raison d'être. Donc, la raison d'être, c'est une phrase qu'on peut mettre dans ces statuts qui permet d'expliquer à quoi sert, pourquoi a été créée l'entreprise et de bien expliquer que justement qu'elle n'est pas qu'un véhicule financier. Et le deuxième étage de la fusée, si j'ose dire, c'est la société à mission. Donc, c'est compléter la raison d'être par des objectifs statutaires, environnementaux et sociaux, qui peuvent aussi intégrer des dimensions d'innovation sanitaire, bien sûr. Et ces objectifs doivent être contrôlés par un comité de mission qui représente des parties prenantes, des salariés, mais si possible aussi des clients ou patients, des pouvoirs publics, différents types de profils de parties prenantes, qui vont vérifier que l'entreprise met bien des moyens au service de cette mission. Ça semble évident, non, pour une entreprise de santé, pour un établissement de santé, d'être une entreprise à mission? Alors, oui, la mission est native. L'entreprise de santé, par définition, n'est pas qu'un véhicule financier, c'est une évidence. Pour autant, avoir une gouvernance qui permet d'y répondre, ça peut être très utile. Je vais prendre d'abord un exemple qui n'est pas dans la santé, mais qui va bien vous faire comprendre ce que peut changer au concret une société à mission dans le quotidien. C'est une des premières sociétés à mission en France. Alors, j'ai pas dit, mais il y en a déjà 250. Ça va très vite dans tous les secteurs et dans toutes les régions. C'est pas une vague parisienne, c'est une vague nationale. Un exemple très concret, c'est Emery Jacquia, la Camif. C'est un site qui vend des meubles en ligne. Eh bien, ce site, il a mis dans ses statuts qu'il voulait favoriser la consommation responsable. Aujourd'hui, il a dans ses engagements le fait d'être fermé le jour du Black Friday et il vient d'annoncer qu'il vendait maintenant plus que des produits fabriqués en Europe. Eh bien ça, il le fait en concertation avec ses actionnaires parce qu'il l'a mis dans ses statuts. Si ce n'était pas le cas, il pourrait avoir un actionnaire qui l'attaque et qui lui dit « tu fais pas ton travail parce que tu fermes ton site web le jour où il y a le plus de ventes sur Internet en France ». Donc tout ça pour illustrer que la société à mission permet d'aligner la vision généralement d'innovation long terme au service du collectif du dirigeant et les intérêts des investisseurs qui parfois tirent plus sur le court terme. Et alors pour les établissements de santé, mettre ce statut d'entreprise à mission, ça leur donnera quoi comme avantage? Alors, ça peut présenter différents avantages. Il y en a pas mal déjà qui se sont lancés. Je crois que Daniel Caille va me suivre et raconter dans le concret peut-être comment ce statut vit. Mais vous avez à la fois des petites entreprises et des grandes. Donc Vivalto est un exemple, mais également le groupe Colisée, par exemple. Moi, ce que j'observe, parce que j'ai regardé un peu les engagements qui avaient été mis pour ceux qui les ont rendus publics chez Colisée, nous, on a la même chose aussi. Il y a un engagement, par exemple, sur la valorisation des professionnels. On sait que c'est un enjeu majeur aujourd'hui, la valorisation des professionnels du soin et du prendre soin. Parfois, les éléments de qualité de vie au travail, de valorisation, peuvent être des choses qui vont créer de la performance sur le long terme, mais pas forcément visibles sur le court terme. Oui. Eh bien, avoir cet engagement peut permettre de mener des actions en cohérence avec l'ensemble des parties prenantes. Ça, c'est un premier point. Et je pense que c'est vraiment un outil pour les dirigeants. L'autre élément qui est très important, je pense que dans le domaine de la santé, on est habitué à un cadre normatif très strict. Pour une fois, l'État français a créé un dispositif où on choisit soi-même les souffrances qu'on a envie de s'infliger. Et ça, je dirais que c'est vraiment une chance, parce que j'entends quelques-unes des discussions. Je pense que c'est aussi de manière transparente, en expliquant quels sont ses engagements sur le long terme, en le partageant dans un espace de dialogue qu'est le comité de mission avec les parties prenantes, eh bien qu'on peut montrer qu'on est une entreprise responsable qui prend les sujets à bras-le-corps. Et du coup, peut-être aussi éviter que trop de réglementations décidées dans des bureaux à Paris qui s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble du territoire et à l'ensemble d'établissements viennent contraindre. Je crois vraiment, moi, à l'idée que la société à mission est un outil pour changer peut-être la manière dont on arbitre les liens entre les entreprises, notamment dans le domaine de la santé, et la société. Et si je me fais l'avocat du diable, est-ce que ces engagements peuvent remettre en cause la rentabilité économique d'un établissement ?
Ils peuvent. Souvent, c'est une question de temps. Ce qu'on voit, c'est que généralement, il y a un alignement entre la performance sociétale, le fait par exemple, d'avoir des actions de formation pour ces professionnels. Eh bien, souvent, à long terme, c'est très payant. Maintenant, est-ce que si on compte au trimestre à la rentabilité, est-ce que ça va avoir un impact direct? Peut-être pas. Donc, c'est une manière d'aligner les intérêts en fonction du temps. Ça, c'est un premier élément. Et parfois, oui, ça peut être au détriment aussi de la rentabilité, mais peut-être parce qu'on va mesurer la performance d'une différente manière. On rentre dans les notions aussi de performance globale, de compter ce qui compte. Donc évidemment, la comptabilité extra-financière va aussi être à l'ordre du jour à partir du moment où on devient société à mission. Je prends un exemple chez nous, mais il y a d'autres structures qui le pratiquent. Nous, on a un objectif de tarif social, donc d'avoir un pourcentage de bénéficiaires à faible ressource dans les accompagnements qu'on fait. Et ce sont nos investisseurs qui nous challengent sur cet objectif. Parce qu'on a des investisseurs qui sont des fonds d'impact, vous savez qu'il y en a de plus en plus, et qui veulent une rentabilité limitée, mais par contre des externalités non financières très mesurables et très claires, notamment sur ces sujets d'accès à tous des services. Donc en allant très loin, la société à mission peut aussi permettre d'aller chercher des fonds qui justement ne sont pas intéressés que par la rentabilité. Donc après on dose, ce que je disais tout à l'heure, c'est que chacun dose comme il veut, donc c'est vraiment un outil de liberté et non pas de contrainte. J'ai une question là, entreprise à mission versus dépassement d'honoraires et reste à charge. Est-ce que c'est compatible ou n'y a-t-il pas un préalable pour les établissements FHP? Je pense pas, parce que dans mon cas, moi je suis pas dans la santé, mais dans le prendre soin, je pratique les mêmes tarifs que des structures du privé dans l'aide à domicile. Pour autant, j'ai un système un peu comme dans une crèche où j'ajuste les tarifs en fonction des revenus des personnes. Donc on peut très bien avoir une logique d'accessibilité de ces services à tous les publics sans pour autant pratiquer le tarif le plus bas pour tout le monde. Parce que je pense qu'au contraire, ça a tendance à créer des systèmes à deux vitesses quand il y a d'un côté les gens qui font zéro reste à charge et de l'autre les gens qui ne travaillent que pour des publics très favorisés. L'impact le plus important finalement, c'est peut-être pour les salariés, non ? C'est évidemment une partie prenante essentielle. On ne peut pas aujourd'hui, compte tenu des sujets de valorisation qu'on a dans notre secteur et de manière générale, je pense, d'inégalité salariale peut-être dans la société, devenir société à mission et ne pas se soucier de cette partie, même plus que prenante, partie constituante essentielle que sont les salariés. Mais je dirais que l'impact aussi va être sur l'environnement. Dans la loi, les objectifs doivent être sociaux et environnementaux. On sait que c'est compliqué parfois quand on est déjà dans le soin, on a déjà beaucoup de challenges d'aller s'intéresser en plus à sauver la planète, mais je pense que la société à mission peut être un outil aussi pour prendre ce sujet à bras-le-corps. Peut-être aussi pour, dans le dialogue avec les pouvoirs publics, montrer qu'on s'intéresse à ces sujets. Ça peut aussi être un moyen d'imposer des choses à ses fournisseurs, parce qu'on peut avoir des engagements qui vont aussi porter sur ses fournisseurs. Donc en matière environnementale, ça peut jouer. Donc il y a vraiment, c'est assez infini le champ de cet outil. Merci beaucoup Guillaume Desnaux pour ces explications. Merci à vous. Je vais vous laisser regagner la salle. Et on va chercher à comprendre concrètement ces engagements, l'engagement sociétal d'une entreprise à mission avec le témoignage